Fidèles téléspectateurs, auditeurs de la radio Touampiane TV, c'est votre magazine Grand Plateau Politique qui vous arrive et qui vous sera présenté par votre humble serviteur Ndovia Muvunga Floribert. Sur ce plateau, nous avons une invitée que vous allez devoir voir. C'est notre invité, le maître. Il s'appelle Maître Isaac Moutanga. Maître Isaac Moutanga, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Pouvez-vous vous présenter à nos téléspectateurs, auditeurs? Merci beaucoup. Nous, c'est Kachouva Moutanga Isaac. Nous sommes membres du mouvement Éveil Citoyen, ancien coordonnateur, donc coordonnateur honoraire. Nous sommes avocats au barreau du Nord Kivu, mais aussi nous sommes enseignants, chef de travaux à l'IBTP Butembo. Merci maître pour répondre à notre invitation. Aujourd'hui, nous allons tourner tout autour de la thématique de la révision constitutionnelle. C'était le 23 octobre lors de son meeting à Kisangani. Le président de la République avait évoqué cette question que nous devons désormais voir comment nous allons toucher certains articles dans notre constitution pour que la constitution de notre pays s'adapte aux réalités congolaises. Alors, quel est votre point de vue quant à ça? Bon, évidemment, la question de la révision constitutionnelle est très sensible dans notre pays. Mais ce qu'il faut déjà retenir est que notre constitution prévoit la procédure pour être révisée, prévoit les matières qui sont révisables et fixe même des moments pendant lesquels on ne peut pas procéder à la révision. Mais le grand problème, c'est la conjoncture. Et moi, je me dis, pendant que notre pays est occupé par le Rwanda, dans les espaces surtout la guerre, bien sûr, pendant que les ADF tuent nos frères, les jours comme la nuit, pendant que les infrastructures, surtout routières, sont délabrées, pendant qu'il y a des tensions sociales, il n'y a pas longtemps que les enseignants de l'EPST étaient en grève, et les enseignants de l'ESU menacent aussi d'entamer la leur, les médecins aussi ont secoué il n'y a pas longtemps. Je me dis que le contexte n'est pas favorable pour qu'on puisse parler de la révision constitutionnelle. Parce que ce que l'on attend derrière, et pour des analystes avisés, c'est une tentative de rallonge du pouvoir du régime à place, en fait, du président de la République, soit encore le renforcement du pouvoir du chef de l'État. Revenons au niveau des procédures. Quelles sont les procédures pour réviser une constitution? Oui, pour réviser une constitution, on peut soit passer par l'Assemblée, donc le concret, soit recourir au référendum. Mais si on entre dans l'objectif des tenants du pouvoir, on voudrait tout simplement changer de constitution. Que la constitution de 2006 puisse s'arrêter là où nous sommes pour qu'on aille vers la 4e République. Donc voilà un peu ce que cherche le régime en place. Le président de la République avait dit que la constitution apparemment de notre pays ne s'adapte pas à nos propres réalités et que c'est presque en majorité les étrangers qui avons fait en sorte que cette constitution puisse... Ce sont eux qui sont les concepteurs de cette constitution. Bon, si vous analysez le parcours des constitutions en Afrique, des années 60 aux années 1990, bien sûr, et puis de 1990 à nos jours,
Dans la première partie, donc de 60 aux années 90, les révisions constitutionnelles visaient à renforcer le pouvoir de l'exécutif et surtout des chefs d'État, mais aussi à leur assurer une présidence viagère. Donc vous restez au pouvoir tout le temps que vous allez vivre. Et c'est cette manière, cette conception-là du pouvoir présidentiel a plongé l'Afrique dans les désordres des coups d'État, des coups de force. Et à partir des années 90, avec l'avènement de la démocratie, la première tendance, c'était de contenir le pouvoir du chef de l'État. De les conserver le plus longtemps possible. Non, de contenir, de réduire le pouvoir du chef de l'État en créant une sorte de hiérarchie. Donc, au sommet de l'exécutif, on se retrouve avec deux chefs, le Premier ministre et le chef de l'État. Mais aussi en limitant le nombre de mandats présidentiels. Et cela est aidé à ne plus avoir des hommes politiques qui vont chercher à réinstaurer l'autocratie, donc un pouvoir personnel. Vous voyez un peu. Je comprends. Et malheureusement, hormis le Bénin, qui est resté dans cette logique-là démocratique, dans beaucoup de pays africains, on a senti cette nostalgie-là d'une présidence viagère, d'une présidence avec des pouvoirs presque illimités, une présidence impériale. Et moi, je me dis, nous devons faire attention. Et si le pouvoir en place est hanté par ces démons-là, d'une révision constitutionnelle pour renforcer le pouvoir du président de la République, pour assurer la pérennité du chef de l'État au sommet de l'État, c'est un coup dur pour notre démocratie. Ah, ok, merci. Vous nous avez parlé par rapport à l'historique des constitutions, surtout en Afrique. Alors, ici, nous sommes en train de voir les acteurs politiques de tous bords étayer les failles qui existent dans notre constitution. Et ils pensent que c'est nécessaire que cette constitution puisse être révisée. Vous nous avez parlé par rapport aux conjonctures au moment actuel. Vous avez évoqué notamment les sécurités à l'est de notre pays. Vous avez évoqué différentes tensions sur le plan économique et j'en passe. Alors, qu'est-ce qui vous a passé? Qu'est-ce que nous devons faire en tant que peuple à ce moment ici? Bon, d'abord, en ce qui concerne les failles qu'on évoque, j'ai suivi notre président de la République qui a parlé de la question des mandats. Oui. Et que pour le droit des peuples, on ne peut pas limiter le peuple en lui imposant un mandat. Et moi, je me dis, respecter le mandat de 2 ans, c'est aussi protéger d'abord le président de la République. Parce que tout le monde sait qu'après quelques années, il ne sera plus là-bas. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il faut le laisser finir son mandat parce qu'il va partir. Mais dès lors que le départ du chef de l'État devient dubitatoire, tout le monde en doute, on ne sait pas quand est-ce qu'il va quitter le pouvoir, ça anime les appétits. Ça frustre. Et l'on se dit, ceux qui veulent aussi accéder à la magistrature suprême se disent, il faut faucher cet homme pour pouvoir l'évincer, pour pouvoir se retrouver au sommet de l'État. Donc c'est un danger pour d'abord le chef de l'État lui-même. C'est un danger pour la nation parce que l'instabilité institutionnelle impacte directement sur la vie des citoyens. Lorsque les gens vont chercher à les déboulonner par des manifestations publiques, il y aura des grèves, il y aura des villes mortes, il y aura des meurtres. L'on sera amené à opposer
les forces policières et même l'armée à la population parce qu'on cherchera à mater les manifestations et ça va occasionner du désordre qui va impacter même sur la vie économique et sociale de nos populations. Et donc, moi je me dis, cette question-là de limitation des mandats devrait être gardée comme telle. Pour protéger l'institution président de la République, mais aussi pour préserver la nation des risques de troubles graves. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'article 220 de notre Constitution qui est visé, ou soit on est en train de prêter les intentions au président de la République? Bon, il y a des indiscrétions qui sont sorties de différentes rencontres des cadres de l'IDPS. Donc on comprend que ce que l'on vise, ce qu'on vise d'abord, c'est une présidence viagère. Ça c'est un. Ce qu'on vise encore, c'est renforcer le pouvoir du chef de l'État. Par exemple, lorsqu'on dit, d'ailleurs le chef de l'État avait à le dire plusieurs fois, qu'il voudrait lui-même nommer les gouverneurs. Qui dit nomination des gouverneurs veut dire on va mettre en brèche la décentralisation. Et que donc, c'est lui qui sera le maître de l'exécutif au niveau provincial, bien sûr, tout comme au niveau national. Parce que dès lors qu'il nomme, dès lors qu'on a des gouverneurs qui ne sont pas élus, à ce moment-là, les chefs augmentent ses pouvoirs. Il veut tout contrôler. Or, moi je me dis, lorsque j'observe les premiers pas de notre pays dans la décentralisation, je me dis qu'il y a quand même quelque chose qui attire. Par exemple, s'il faut prendre le cas de la ville de Butembo, c'est grâce à la décentralisation qu'à l'époque du gouverneur Julien Kaonja, on a eu l'asphaltage de certaines rues ici. Les artères principales de la ville de Butembo. J'ai échangé récemment avec un ami qui est venu de Bunia. Il m'a parlé de beaucoup d'artères qui sont asphaltées. Même à Kisangani, c'est la même chose. À Goma, n'en parlons même pas. Donc, pour dire que la décentralisation est plus profitable que la concentration ou la centralisation du pouvoir, bien sûr. Ça permet la participation de la population à la gestion du pays au niveau local. Et parmi les réformes visées, on a évoqué la question du scrutin majoritaire. Oui. Donc, que les élus, les députés puissent être votés au scrutin majoritaire et non au scrutin proportionnel. Moi, je me dis, comme notre pays est une mosaïque de tribus, d'idéologies, il serait mieux que l'on permette une forte participation de toutes ces mosaïques-là à la gestion de l'État. Parce que si on opte pour les scrutins majoritaires, il y aura exclusion de ces minorités-là. Et ils chercheront à utiliser des moyens non orthodoxes pour participer à la gestion. Pour influencer la politique du pays. Et là aussi, c'est un autre danger. Donc, il faut tenir compte de la géopolitique du pays. Exactement. Et il n'y a que les scrutins proportionnels qui puissent permettre cette participation-là plurielle à la gestion du pays. Je comprends. Merci, maître, pour vos analyses. Alors, nous sommes en train d'écouter des débats. Alors, la question là que vous avez posée. La question, oui, j'étais en train de poser la question par rapport au comportement de la population face à ces enjeux, à cette question-là, surtout de la révision constitutionnelle, parce que ça crée des frustrations, des tensions. Quel comportement doit-on adopter, attaquer la population pour barrer la route aux velléités de ceux-là qui veulent à ce que modifie soit le révise de la Constitution à tout prix pour s'éterniser peut-être au pouvoir? Bon, moi je me dis, si la population n'y trouve pas son compte, elle doit revendiquer par des moyens pacifiques, par des moyens autorisés par nos lois.
comme des moyens activiste légaux. non violents. Je ne peux pas encourager la population à recourir, par exemple, aux armes. À recourir aux armes ou à casser les biens publics ou les biens privés. Il faut toujours revendiquer de manière pacifique. Notre constitution prévoit des manifestations pacifiques. Et il y a déjà certaines catégories sociales qui commencent à se prononcer, certaines organisations et non les moindres, par exemple la Sengo qui a pris position. La CLC aussi. La CLC aussi. Et même beaucoup d'acteurs politiques de l'opposition qui disent que c'est une initiative hasardeuse. Je sais qu'au sein même de la majorité, il y a beaucoup de langues qui ne veulent pas se délier parce que ils ne sont pas du tout d'accord avec. Ils sont directement dans les arcades du pouvoir et qu'il est mieux qu'ils puissent mettre en branle leur devoir de réserve. Mais je sais que si on isolait même les acteurs politiques de l'opposition, au moins on trouvera bon nombre qui ne soient pas d'accord avec l'initiative de l'IDPS. Voilà. Nous avons écouté, c'était le professeur Boab Kabamba qui avait dit chercher à réviser ou soit à changer la constitution, c'est un coup d'État. D'office, toutes les institutions tombent. Et que pensez-vous que cela peut nous amener à des situations de désordre au sein de notre pays? Évidemment, hein? Parce que vous savez, il y a Kabila qui a osé tricher avec la Constitution. Donc là, c'est utiliser le droit contre le droit. On s'est dit, on a usé des moyens de droit pour obtenir ce que le droit interdit. Et c'est dangereux. Nous pouvons chercher à maquiller nos intentions, mais en fin de compte, c'est toute la nation qui va en souffrir. Et je me dis, les avancées démocratiques que nous venons d'encaisser sur l'actif de notre démocratie doivent être préservées. Et parmi les éléments préservés, il y a l'alternance au pouvoir. Je me dis, si Kabila avait la possibilité de se présenter pour la 3e fois, aujourd'hui, le président Félix Tshisekedi ne serait pas président de la République. Bien sûr. On ne devrait pas assister à l'alternance au pouvoir. Parce qu'en Afrique, on organise les élections pas pour les perdre, mais pour conserver le pouvoir. On s'est dit, voter ou pas, on est voté quand même. Donc on tripote les élections pour se maintenir. Parce qu'à un moment donné, lorsqu'on gère l'État pendant longtemps, on commence à s'identifier à l'État, un homme-État, donc comme si le pays vous appartenait. Et c'est ça qu'il faut éviter. Donc il faut faire comprendre aux acteurs politiques qu'ils sont détenteurs précaires du pouvoir. Il ne faut pas patrimonialiser le pouvoir présidentiel. Alors, certains analystes avisent parce que à chaque fois faire des élections après chaque 5 ans, ça nous prend énormément de l'argent. Est-ce qu'il n'y a pas moyen quand même qu'on puisse, au lieu de chaque fois faire des élections après 5 ans, passer à un autre système, parce que ça nous prend tellement d'argent en termes des élections, de l'organisation des élections, notamment au niveau, à tous les niveaux presque. L'élection des députés, du président, mais également au niveau local, ça prend tellement de l'argent. Alors, est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'on puisse changer ce système, ne fût-ce que faire des élections après peut-être 7 ans, 8 ans, ou peut-être, je ne sais pas, 10 ans, qu'en pensez-vous? Merci beaucoup. Moi-même, j'ai été tenté à un moment donné par cette réflexion. Je me disais que nous étions un État pauvre qui n'a pas assez de ressources budgétaires et qui n'était pas assez responsable d'engloutir des milliards pour le simple fait d'organiser les élections. Le simple fait d'organiser les élections.
Mais l'autre paire de manches, c'est un mandat prolongé. Lorsqu'on a un président de la République qui est élu pour 9 ans, il risque d'oublier qu'il est détenteur précaire du pouvoir. Il va s'amuser et vers la fin de son mandat, il voudra maintenant faire quelque chose. Et ça, ce n'est pas intéressant. Et moi, je me dis, un mandat court pour un responsable, ça vous rappelle à chaque question que chaque minute compte. Chaque minute, vous devez réfléchir comment transformer le pays. Ouais. Et que donc, avec cela, vous pouvez transformer vite le pays. Oui, donc, pour vouloir dire, la question des moyens, aussi des suffisances. Il faut se demander aussi, est-ce que tous ces moyens-là sont exactement canalisés vers l'organisation des élections? Il faut peut-être passer en revue les comptes de la CENI. Est-ce que les moyens-là qu'on annonce avec pompe dans les médias, ces moyens-là sont affectés exactement à l'IT1, à l'organisation des élections? Est-ce qu'il n'y a pas de détournement? Est-ce qu'il n'y a pas gonflement des factures? Par exemple, lorsqu'on commande des machines à voter, ainsi de suite. Donc voilà, ce sont des questions qu'il ne faut pas élaguer du débat. Je comprends vraiment. Et moi, je me dis, un mandat court reste raisonnable pour permettre à celui qui va détenir le pouvoir momentanément de pouvoir servir réellement le pays, d'utiliser tout ce temps à servir le pays, de lézarder, de se mettre dans la distraction. De là aussi, ça pose des questions par rapport à la suffisance. Est-ce qu'à 5 ans ou soit 10 ans, on peut être capable de développer un grand pays comme le nôtre? Est-ce que les 5 ans, c'est suffisant pour un président qu'il puisse vraiment mettre ses politiques pour l'obtention du développement ou soit des résultats quelconques? Vous savez, cette perception des choses nous amène à considérer que certaines personnes sont irremplaçables. Moi, je me dis, la transformation du pays, c'est quelque chose de continuel et non de ponctuel. Et ça doit s'inscrire dans le long terme. Seulement qu'on regarde son mandat de 5 ans, on doit se fixer des objectifs pour faire avancer le pays. Au terme de vos 5 ans, vous laissez à quelqu'un d'autre poursuivre l'œuvre. Mais si vous voulez que vous seul, vous puissiez amener le pays où il doit aller, comme si vous étiez l'unique personne capable de vision, alors c'est là où les cultes de personnalité s'invitent. La tentative vers une présidence impériale s'invite. Et impérativement, vous allez commencer à considérer que le pouvoir, c'est un truc à vous, que vous devez gérer comme vous voulez, et que vous devez traiter votre peuple comme vous voulez, que vous valez plus que tout le monde. Ça devient la dictature. Voilà. Donc, tous les théoriciens politiques disent qu'un pouvoir qui dure longtemps finit par corrompre son détenteur. Et en démocratie, c'est pourquoi l'on a pensé à des mécanismes pour contenir le pouvoir, entre autres la limitation des mandats, créer l'équilibre au sein des pouvoirs avec la théorie de séparation des pouvoirs, contrôle des pouvoirs. Donc les pouvoirs peuvent se contrôler pour se freiner mutuellement, exécutif, législatif et même les judiciaires. Voilà. Alors, on évoque souvent l'article 51 qui parle que notre pays peut céder une partie de sa souveraineté pour l'unité africaine. Et puis nous sommes en train de voir le militant du régime en place. C'est dit que cet article n'en vaut pas la peine, il faut qu'on la change carrément. Bon, eh bien cette réalité n'existe pas qu'en
RDC. Plusieurs constitutions africaines contiennent cette disposition-là. C'est par exemple l'article 122 de la République de Côte d'Ivoire qui précise que la République de Côte d'Ivoire peut conclure des accords d'association avec d'autres États. Elle accepte de créer avec ces États des conditions intergouvernementales de gestion commune, de coordination et de libre coopération. Si vous lisez l'article 123 de cette constitution ivoirienne, on essaie d'éclaircir, parce que nous, dans notre constitution, cet article-là est laconique. On se limite seulement à énoncer. Mais ici, on a essayé d'expliciter. Qu'est de l'article 123? Les conditions visées à l'article précédent peuvent avoir notamment pour objet l'harmonisation de la politique monétaire, économique et financière, l'établissement d'unions douanières, la création de fonds de solidarité, l'harmonisation des plans de développement, l'harmonisation de la politique étrangère, la mise en commun des moyens propres à assurer la défense nationale, la coordination de l'organisation judiciaire, la coopération en matière de sécurité, et ainsi de suite. Alors, pour vouloir dire quoi? Lorsqu'on dit que nous pouvons céder une partie de notre souveraineté, il peut s'agir par exemple de la création d'une coopération bilatérale sur le plan sécuritaire. Vous voyez, récemment, il y a les forces de l'EAC qui sont sur le territoire congolais. De la SADC également. De la SADC aussi qui sont déjà là. Là, c'est une session, c'est une sorte de... on a tenu un peu notre souveraineté parce que lorsqu'on parle de la souveraineté, en principe, un État tiers ne peut pas amener ses militaires ou ses soldats sur le territoire de notre État. La principe. Mais lorsque on les accepte, on les accueille, c'est dans le cadre toujours de cet article-là, on ferme un œil sur notre souveraineté pour dire vous pouvez vous retrouver. Même le fait de nous retrouver dans des organisations régionales, sous-régionales, des organisations sous-régionales, afin de promouvoir la coopération économique, c'est toujours dans ce sens-là d'atteindre notre souveraineté. Alors, comme nos gouvernants ont l'habitude d'appuyer sur la fibre du sensationnel, alors ils se disent, si nous disons ça aux Congolais, ils vont céder. Vous voyez un peu. Et moi, je me dis que c'est une sorte d'escroquerie politique. Vous savez, l'escroc pour dépouiller quelqu'un, l'escroc, lui, n'est pas comme le voleur. Le voleur, il vient, il prend à ton insu, ça vaut il va travail. avec le bien. Mais l'escroc, lui, il te sollicite. Tu participes. Pour toi-même, tu te dépouilles, tu lui donnes. Il met tes sentiments en ébullition pour t'amener toi-même à lui donner ce qu'il désire. Et c'est dans cet angle-là que je dis, ça c'est de l'escroquerie politique. Donc, on vient mettre nos sentiments en ébullition, on sait que nous sommes jaloux de notre souveraineté. Maintenant, on nous fait croire que cet article-là, l'article 51, bien sûr, cet article-là est de nature à amener par exemple, nos députés à décider qu'ils vont céder une partie du territoire national au Rwanda ou à Uganda. Non, il n'en est pas question. Ça n'a rien à faire avec la balkanisation. Et donc, il faut que tout le monde soit bien fixé. Voilà. Par rapport à cet article 51, mais également on évoque l'article 217 qui parle de minorités, qu'on doit coûte que coûte protéger les peuples minoritaires. Alors ils évoquent en disant que dans notre pays il n'y a pas de minorité. Nous sommes, je ne sais pas, 450 tribus, il n'y a pas de minorité. D'où viennent ces minorités-là?
Moi, je me dis que c'est de la méchanceté aveugle. Il y a des minorités dans notre pays. Si vous prenez par exemple les Nandes, Bien sûr. par rapport aux Pires, les Pires sont minoritaires par rapport aux Au Nandes. Nande. Si vous prenez les Nandes, les Chi, pour ne pas rester seulement dans notre province, si vous prenez les Chi par rapport aux Tutsi ou aux Fuliro, mais les Chi sont ultra majoritaires par rapport aux autres là. Ouais. Et il faut dire qu'on peut protéger les minorités. Moi, je ne trouve pas du mal à cela. Vous savez, la démocratie met en vedette les vues de la majorité. Mais il ne faut pas que la démocratie se conçoive comme l'écrasement des minorités. Ah oui. Moi, je me dis, il y a ce qu'on appelle la discrimination positive, qui est de nature à promouvoir toutes les couches. Vous voyez. Et que donc, sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social, si par exemple on peut accorder des petites faveurs aux pygmées qui n'ont pas eu la chance d'étudier comme les autres, où est le mal à cela? Donc moi je me dis, nous devons dépassionner les débats autour de notre constitution. Ah oui. Certainement c'est une œuvre humaine qui ne peut pas manquer des imperfections, bien sûr. Mais avant de les corriger, il ne faut pas créer d'autres sources de tension. Ouais. Je comprends. Alors, merci, Maître Isaac. Je comprends que quand même, vous êtes chevronné par rapport à la matière. Alors, par rapport à notre constitution actuelle, le président lui-même avait évoqué qu'il était fait, les auteurs de cette constitution, 90% étaient constitués des étrangers. Et que cela, c'est une constitution qui avait été d'ailleurs écrite à l'étranger. Et qu'il faut adapter cette même constitution à nos réalités. Est-ce que c'est cette constitution qui serait peut-être à la base de tous les maux que nous voyons dans notre pays, notamment sur les plans économiques, sécuritaires, des conflits entre les tribus, comme ce que nous avons vu ici à Kisangani? Alors, est-ce que ce n'est pas cette constitution qui est à la base de tous ces maux-là, de tous ces défis auxquels nous faisons face dans notre pays? Bon, il y a quelqu'un qui avait dit, on ne change pas la mentalité d'un peuple par un décret. Il ne suffit pas de décréter quelque chose pour que tout le monde se mette à la ligne. Donc, vouloir acquiser la Constitution comme étant la source des faiblesses de gouvernance, c'est vouloir seulement voiler ses propres faiblesses. Et moi, je me dis que de nous concentrer à la question de la révision de la Constitution, il faudrait que le président de la République se concentre à la transformation de notre pays. Parce que même si l'alternance, à travers la limitation du nombre de mandats, interdit au président de la République de se représenter aux élections à venir, s'il gère correctement, il y a possibilité que son dauphin qu'il aura désigné puisse prendre le pouvoir. Ou que l'IDPS conserve le pouvoir, et peut-être aux élections qui suivront, il pourra encore revenir. Mais il a possibilité de conserver le pouvoir sous une autre forme. Voilà, c'est une autre façon de conserver le pouvoir. Il y a par exemple des partis politiques qui ont réussi ce pari. Par exemple, la Tanzanie, le Chama cha Mapinduzi. Depuis l'indépendance, ce sont des qui gouvernent le pays. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que l'alternance peut se faire au sein de leur parti politique. Et que donc, ils cherchent à promouvoir des hommes politiques capables d'influencer les masses, capables d'attirer l'attention des masses pour conserver le pouvoir. Oui. Mais lorsqu'on veut utiliser des moyens détournés pour vouloir conserver le pouvoir, c'est
mettre notre pays, notre nation sur une pente périlleuse. Tout risque de basculer. Ah bon? Surtout que il y a une rébellion, même si nous préférons parler de l'agression, qui occupe une partie du territoire national. Et qui sont en train d'avancer. Si le président de la République cherche à accélérer sur les leviers de la modification de la Constitution, moi j'ai peur qu'il y ait beaucoup de mécontents qui voudront chercher à rejoindre Nanga dans son aventure. Et donc le chef de l'État doit rassurer tout le monde. Notamment tous les sensibilités au niveau du pays, comme la société civile, les acteurs venant de l'opposition, tous peuvent se mettre autour d'une même table pour discuter de la question. Mais là, ça n'a même pas besoin de discuter de la question. Tout ce qu'on attend est qu'au terme de ce mandat, qu'il aille se ressourcer encore. S'il pourra revenir, il n'y a pas de problème. Par exemple, Joseph Kabila, s'il veut revenir, il peut revenir parce qu'il est solliciter encore pour utiliser la population pour négocier les suffrages. Vous savez, ceux qui sont dans l'opposition, ce n'est pas seulement parce qu'ils aiment la République, c'est parce qu'ils aiment un jour diriger le pays. Ils sont à la conquête du pouvoir. Il faut nourrir leur foi là, qu'il y a moyen d'accéder au pouvoir par des moyens démocratiques. Mais dès lors qu'on déverrouille la limitation des mandats, ça sera sauve qui peut. Tout le monde va chercher ses propres moyens. Même nos militaires qui sont dans des casernes et dire nos amis au Niger, nos amis au Burkina, nos amis au Gabon ont pris le pouvoir, pourquoi pas nous? Et c'est ce qu'il faut éviter. Au moins, nous, jusque-là, nos militaires ont déjà compris que le pouvoir politique doit être exercé par des civils. Alors, il ne faut pas que les civils qui se trouvent au sommet de l'État soient source du désordre, soient source de l'incertitude politique dans notre pays. Je comprends. Merci, maître, pour votre point de vue. Alors, toujours en restant dans les mêmes angles d'idées où nous sommes en train d'évoquer, de débattre par rapport à cette question de la révision constitutionnelle, nous avons eu à voir tout ce qui se passe au niveau de notre pays, mais également dans le diaspora où ils ont commencé déjà à mobiliser, à mener des campagnes d'empêcher le pouvoir à place de réviser la Constitution. Est-ce qu'il n'y a pas une autre façon, maître, par exemple, de convaincre les Congolais qu'on ne va pas toucher, d'ailleurs c'est ce que le président a dit, qu'il ne vise pas l'article 220, mais il y a certaines dispositions de la loi qui ne facilitent pas. Par exemple, il avait évoqué la question de l'installation du gouvernement. Selon lui, ça prend beaucoup de temps. Bon, vous savez, moi je me dis, pour empêcher les coqs de se battre, il n'est pas important de leur couper leurs ergots. Non. Et pour empêcher les politiques à se battre, on ne peut pas les édenter. Moi je me dis, c'est plutôt question de discipline de nos hommes politiques. Lorsqu'on fixe des critères clairs pour entrer au gouvernement, il ne se pose pas de problème. Malheureusement, les gens fixent des critères en fonction de leur propre personnalité. Leurs intérêts. En fonction de leurs propres intérêts. En fonction de leurs égos. Et là, ça ne permet pas la mise en place rapide d'un gouvernement. D'autre part, il faut comprendre que nous sommes dans un pays qui a encore, au niveau de l'apprentissage de la démocratie, nous ne sommes pas une vieille démocratie. Donc c'est normal qu'il y ait des dérapages. Et qu'il y ait des mécontentements aussi. Mais avec le temps, les gens vont acquérir de l'expérience, dire, pour parvenir à faire comme les autres, voici les règles que nous pouvons nous fixer d'avance au niveau des coalitions. Avant les élections,
on se fixe des règles de gestion du pays au cas où la coalition l'emporterait. À ce moment-là, même à une semaine, on peut avoir un gouvernement. Donc voilà. Et puis, le président de la République a des marges de manœuvre pour faire plier les volontés des gens. Il ne faut pas voir seulement ce qui est dans la Constitution, mais il faut voir aussi les marges de manœuvre qui sont ouvertes au président de la République comme la clé de voûte de nos institutions. Avec le mécanisme de la désignation de l'informateur et puis du formateur du gouvernement, le président de la République a plusieurs cartouches pour devoir redresser les gens et les remettre à l'ordre. Donc voilà, je ne crois pas que là, soit... c'est une réalité qui est liée à notre réalité. Si on cherche à changer les choses comme ça, on risque de se retrouver devant des situations encore plus compliquées. Alors, est-ce que vous ne craignez pas que le président va tenir, le régime en place, va tenir mordicus pour changer coûte que coûte la Constitution? Parce que selon ils sont déterminés pour toucher, changer certaines dispositions dans cette Constitution-là. Bon, je ne crois pas qu'il soit tellement déterminé. Je crois que c'est un ballon d'essai. Ah oui, un parti qui a duré dans l'opposition, pour ne pas dire le plus vieux parti. D'ailleurs, ils évoquent le président Lévier Tshisekedi qu'il avait promis de changer cette constitution-là, Tshisekedi Lévier. Oui, vous savez, la constitution n'appartient pas à Étienne Tshisekedi. La constitution appartient à toute la nation. Et les vœux du feu Étienne Tshisekedi, bien sûr nous les respectons beaucoup comme un grand militant de la démocratie dans notre pays. Et ces vœux ne s'imposent pas à la population congolaise. Il faut plutôt demander au peuple congolais s'il en veut. Or, l'annonce seulement provoque des remous pour vouloir dire que l'initiative du pouvoir n'est pas bienvenue et qu'il serait sage de s'en préserver. Malheureusement, il y a toujours une bande de clients donc, qui entourent nos chefs d'État et qui passent la plupart de leur temps à les tromper. Si vous voyez Kabila était entouré par des gens qui le faisaient rêver. Oui. Dire voilà, vous avez transformé le pays. Il n'y a pas d'homme idéal comme vous. Malheureusement, après qu'il ait quitté le pouvoir, ces mêmes gens sont venus se retrouver autour du président Félix Tshisekedi. C'est pourquoi moi, ce que je peux lancer comme appel à notre président de la République, c'est de rester serein. Au moins, depuis les années 90, il est celui qui a été le mieux élu. Avec les dernières élections, il a été le mieux élu. Ce n'est pas le moment de trahir le peuple qu'il a porté au pouvoir. Qui lui a fait confiance. Il a dit au peuple la vérité que voilà, lors du premier mandat, je n'ai pas bien travaillé, mais renouvelez-moi la confiance. Nous attendons qu'il puisse accomplir les promesses de campagne, transformer le pays. Mais s'il rentre, s'il cède à la tentation de ces gens-là qui l'entourent, qui le trompent, en tout cas, ce n'est pas bon. Et pour lui-même, et pour nous, ses compatriotes. Voilà. Alors, là, tout le monde se pose la question, pourquoi évoquer cette question de la révision constitutionnelle dans son deuxième mandat? Il pourrait le faire quand il avait ce mandat-là, quand il avait été élu tout au début. Il pourrait, s'il avait vraiment cet avis de changer la constitution, pourquoi il veut toujours à tout prix changer la constitution à ce deuxième mandat? Voilà, c'est ça le danger exactement du pouvoir. Lorsqu'on arrive au pouvoir, on connaît dans un premier temps se contrôler.
Mais à un moment donné, on commence à aimer le pouvoir. Le pouvoir corrompt les mœurs. Et à un moment, le pouvoir vous domine, vous téléguide. Et le pouvoir peut rendre fou. Et il faut éviter les délires du pouvoir. Savoir garder ses limites du pouvoir. Alors, c'est en cela qu'on peut quitter honorablement le poste qu'on a occupé de manière précaire. Voilà. Alors, faut-il dire que le problème se situe au niveau de nos acteurs politiques, ou soit de notre constitution qui pose problème? Le problème se situe au niveau des acteurs politiques. Je suivais les débats sur la tentative de révision de la Constitution. Il y a quelqu'un qui avait posé la question: est-ce que c'est notre Constitution qui nous interdit de partager de manière équitable les ressources du pays? Nous savons que nos ressources sont limitées. Mais dès lors qu'il y a quelqu'un qui peut vous toucher facilement le mois $30 000, un autre qui a du mal à vous toucher $100, déséquilibre social. Il faut déjà vous dire que le problème, ce n'est pas la Constitution. Le problème, c'est nous-mêmes. Est-ce que nous avons de la considération pour nos compatriotes? Est-ce que nous savons que le poste que nous occupons, c'est pour servir et non se servir? Est-ce que nous savons que lorsque nous sommes placés au niveau des hautes institutions, c'est pour aider les faibles, pour transformer au bénéfice de tout le monde? Voilà les grandes questions que nous devons nous poser. Et si ces questions-là fondamentales sont éludées des débats politiques, moi je me dis, alors cette classe politique, qu'elle soit de l'opposition ou de la majorité, elle aura du mal à nous sortir du marasme. Ah ouais. Merci, Maître. Rappelons que nous sommes sur ce plateau avec Maître Isaac Mutanga. C'est un analyste activiste des droits de l'homme. Avec lui, nous sommes en train de débattre, de discuter, de chantiers par rapport à la question de la révision constitutionnelle. En tout cas, nous sommes avec lui. Il est en train d'éclairer la lanterne de nos auditeurs, de nos téléspectateurs. Alors, Maître, avant dernière question, quel conseil pouvez-vous prodiguer à cette classe politique, surtout ceux de la majorité, qui veulent changer la Constitution dans la conjoncture actuelle où nous avons tellement de défis dans notre pays sur le plan sécuritaire, économique? Alors, quel conseil vous pouvez les donner? Ok, comme conseil, moi je dirais que les acteurs politiques de la majorité doivent éviter d'induire notre président de la République en erreur. Ils doivent plutôt l'aider. Est-ce que pensez-vous que c'est son entourage qui est en train de lui souffler ces idées-là? Ou soit c'est le président lui-même qui veut à tout près toucher la Constitution? Oui, les tentatives-là d'une présidence viagère sont alimentées par les courtisans, par l'entourage du chef. Mais dès lors qu'il sent dans son entourage proche qu'il y a ceux qui l'en dissuadent, il peut ne pas continuer à rêver d'une présidence à vie. Mais quand il y a des profiteurs qui savent qu'ils saignent la République derrière la personne du chef de l'État, ils vont le pousser à se maintenir au pouvoir pour garder leurs intérêts mesquins, malheureusement au détriment de la nation. Et donc, moi je dirais que nous devons permettre une sortie honorable à notre président de la République, qu'au terme de ce dernier mandat, il devienne sénateur à vie. Et ce n'est pas un poste à minimiser, c'est un titre honorifique qui vaut son pesant d'or. Et je suis toujours émerveillé quand j'observe la vie politique aux États-Unis. Les Américains, dans leur constitution de 1787, n'ont pas directement limité le nombre de mandats. Et leur premier président, George Washington,
dans un discours, avait annoncé qu'il n'était pas raisonnable de briguer un troisième mandat. Alors que la présidence, c'est seulement 4 ans. 4 ans. Les 3 autres présidents qui l'ont suivi ont respecté cette pratique-là. Et pour l'unique fois dans la vie politique américaine, il n'y a que le président Delano Franklin Roosevelt qui a fait 4 mandats. Alors, son deuxième mandat avait coïncidé avec le début de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, on ne voulait pas déstabiliser cette institution-là. Il a postulé pour la 3e fois. Et en 1944, il a encore postulé et il est mort au pouvoir. Quelques 6 ans après, donc en 1951, ils ont fait le 22e amendement de leur constitution pour fixer des limites au nombre de mandats à briguer. Donc vous voyez que les Américains, c'est un peuple discipliné. Donc, de 1787 à 1951, c'était une pratique coutumière. C'est vrai, il y a eu certains présidents qui voudraient passer outre, mais ils étaient contrecarrés par leur propre parti politique. Parce que chez eux, il faut d'abord obtenir l'investiture au sein du parti. Et les présidents qui osaient briguer le 3e mandat, ils étaient contenus au sein même de leur parti politique, avant qu'ils ne soient portés devant... Maître, est-ce que ce n'est pas notre système qui cause problème avec la multipartisme que nous avons dans notre pays? Parce que pour eux, ils n'ont pas assez de partis. Nous sommes tout autour de 500 ou 7000 quelques de partis. Bon, ce n'est même pas question de multipartisme, c'est plutôt une question de la structure de nos partis. Nos partis sont créés soit par des familles, soit par des amis qui se connaissent. Et l'idéologie importe peu que le mot d'ordre de ces autorités morales, de ces patrons, pour ne pas dire les propriétaires des partis. Et donc, il est difficile qu'une structure non démocratique puisse contribuer efficacement à la démocratie au sein d'un État. Oui, parce que l'autorité morale, il est là, on le vote par acclamation, et personne ne peut même oser rivaliser avec lui. Quand il part, c'est son fils qui arrive, ou un membre de sa famille. Bon, avec de tels partis politiques, il est difficile. Ça devient des caisses de résonance pour des familles. Et que donc, dès lors que le patron a décidé, tous les militants doivent se ranger derrière. Tous ceux qui ont eu le pouvoir à travers ce parti doivent soutenir l'initiative. Ils disent c'est la discipline du parti. Le chef a dit il faut suivre l'équipe. C'est ça ce qui va laisser que vous avez. Et ils ont du mal à produire même des dauphins après le pouvoir de président. Voilà. Ils ont du mal à produire des dauphins. Alors que c'est le système de dauphinat qui permet au parti de conserver le pouvoir le plus longtemps possible. Parce que nous, comme individus, nous sommes limités. Oui, même si vous êtes très fort, à un moment donné, le pouvoir vous épuise. Je me souviens de l'homme politique américain, un ancien diplomate américain Kissinger, qui disait, si vous arrivez à faire plus de 2 mandats au pouvoir, et que vous voulez encore exercer des mandats politiques, cela veut dire que vous ne travaillez pas. Parce qu'en principe, pour celui qui s'est concentré vraiment à servir son pays, le pouvoir épuise. Senghor disait, il a déjà tout donné. Il a déjà tout donné, il n'a plus rien à donner. Il faut qu'il laisse à d'autres d'apporter aussi les leurs. Je comprends. Alors, la dernière question, maître. Quel comportement doit-on adopter
population, attaquer acteurs de la société civile, attaquer des défenseurs des droits de l'homme pour défendre, pour être humilié, pour conscientiser la population de ne pas se lancer dans ces jeux politiques-là pour préserver la paix. Bon, évidemment, la paix, c'est l'affaire de tout le monde. Moi, je me dis que c'est un patrimoine commun. Parce que lorsqu'il y a tension dans un pays, tout le monde en souffre. Et que ce soit ceux de la majorité, que ce soit ceux de l'opposition. Et ceux qui sont au pouvoir et aussi. tout le monde peut en être victime. C'est pourquoi toute initiative de nature à compromettre la paix, à compromettre la cohésion sociale, à compromettre le développement de notre pays, nous devons nous tous nous mettre à la contenir. Et que donc, ceux qui ne sont pas d'accord avec l'initiative de l'IDPS, qu'ils se mettent à combattre cette initiative par des moyens non violents. Et ceux qui soutiennent cette initiative, qu'ils la soutiennent sans contraindre les autres à suivre leur perception des choses. Parce donc, que il y a un débat démocratique. Oui, la liberté d'expression est garantie. Tenir compte de la voix de la majorité. Parce que cette question est ultra sensible et peut amener le pays vers l'implosion. Voilà. Est-ce que la population a connaissance de ces articles qui sont dans la Constitution? Parce que tout le monde parle au nom de la population. Bon, le grand problème est que, c'est vrai, nous sommes dans un pays où le nombre d'analphabètes est trop élevé. Mais attention, le peuple est guidé par des leaders. Si un bon nombre de leaders n'est pas d'accord, il faut ralentir les pas. Parce que quand on parle de l'Église catholique, quand on parle de la Sengo, quand on parle de CELS, quand on parle de l'opposition politique, des mouvements citoyens, bien sûr. Ce sont des organisations qui sont porteurs des messages de la population. Ils sont capables d'influencer la population pour développer l'hostilité contre les régimes. Et ça, il faut éviter. Voilà. Merci, Maître Isaac Moutaga. Merci pour vos analyses. Merci, chers auditeurs, téléspectateurs de la chaîne Twampian TV. C'était votre émission Grand Plateau Politique. J'étais à la présentation d'Ovia Mouvunga Floribert. Nous avons accueilli Maître Isaac Moutaga. Alors, au dernier mot de la fin, Maître va déboucler notre émission. Ok, merci beaucoup. Tout en saluant tous les auditeurs et téléspectateurs de la chaîne Twambian, je remercie le présentateur, M. Ndovia, pour l'invitation. Merci aussi pour votre arrivée. Oui, et je salue tous nos compatriotes, partout où ils se trouvent. Merci. Merci, Maître. C'est à ce mot que nous mettons fin à cette émission, votre émission de débat d'échange politique. Nous traitons des questions par rapport à la vie socio-politique de notre pays. Nous vous fixons un prochain rendez-vous. À la prochaine. Ciao.